Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Pris en quarantaine, le podcast où je reçois des gens qui ont une histoire vraiment le fun, incroyable, whatever. Aujourd'hui, je reçois Yannick Simon-Matar, je dirais pas mal le pionnier du monde culturel dans la ville de Québec, du monde underground et encore plus, pas encore plus, mais également dans le monde plus mainstream. Comment ça va, mon gars? Ça va super bien. Écoute, comme tu peux voir, je profite de la nature un peu. Je me promène dans les bois avec mon petit bonhomme et puis je me suis dit pourquoi pas faire une entrevue pendant ce temps-là. Ah, mais c'est la meilleure place, là. T'es sur le bord d'une rivière. Oui, exact. Ça, belle c'est la rivière Jacques-Cartier. Nice. Fait-tu froid? Je suis même pas sorti encore. Non, il doit faire à peu près 15 autour de ça. Ah, mon Dieu. Ah, ouais, t'es-tu sérieux? Ouais. On est bien dehors. Nice. Bon, fait que là, le petit pou, il va bien? Oui, c'est un petit amour. Il aime bien ça être dehors, il aime ça être dans la nature. Là, vous le voyez là, mais dans une quinzaine de minutes, normalement, il va faire dodo. Bon, ouais, aussitôt qu'il va avoir les yeux fermés, on va le caler. All right. Hey, man, ton parcours, on se connaît depuis un certain temps, puis t'as quand même un parcours fort intéressant, orné d'entrepreneuriat et j'imagine, d'histoires et d'anecdotes assez incroyables avec des bandes. Puis moi, ça m'a toujours fasciné étant un grand mélomane. Puis le domaine culturel, évidemment, ça a toujours été quelque chose qui, pour moi, avait une grande valeur à mes yeux. Comment t'es rentré dans le monde de l'entrepreneuriat ou de la culture quand tu étais plus jeune? Un petit peu par accident, en fait. C'est une belle, c'est une belle histoire, juste ça, en fait. Je pense que j'arrivais en secondaire 5 ou 4. En tout cas, bref, j'avais 16 ans. Puis mon père, il m'a dit il faudrait que tu travailles parce que l'an prochain, on paye ton inscription, mais ton matériel scolaire, tes activités parascolaires, c'est toi qui va falloir qu'il les paye. Puis je pense que c'est une manière de c'était une manière de me responsabiliser. Mais après ça, il m'a dit cherche du monde au IGA puis à la station-service. Ça fait que moi, dans ma tête, ça fait wow, nope. Je m'en vais pas travailler au IGA ni à la station-service. J'ai rien contre l'IGA ou la station-service, mais c'était pas pour moi. Fait que j'ai décidé d'organiser un show, un peu en pensée magique. Là, genre, ça va être facile d'organiser un show. Puis je vais faire de l'argent, puis après ça, je vais payer toutes mes petites affaires. Puis, tu sais, bon, quand j'avais 16 ans, c'était 1996. Là, c'est que si je faisais 500$ dans l'été, Shit, c'est bon, là. C'était vraiment bon. Là. Ah, c'était vraiment bon, là. Fait que c'est un peu ça c'est un peu comme ça qu'on s'est organisé, que je me suis organisé. Puis finalement, sans m'en rendre compte, j'ai booké un band qui avait des managers vraiment impliqués. Puis eux, ils se sont mis à dire à tous les agents à New York, puis à Los Angeles, puis le punk, ça se passe beaucoup à Salt Lake City aussi. Ah ouais? Ils se sont mis à dire à tous les agents que j'étais un promoteur à Québec. C'est que là, je recevais des appels genre pour booker des bands. Je parlais mon anglais de gars de Québec en secondaire 4-5. Voyons donc. Ouais. C'était qui ce band-là? C'était X-Large, un vieux band punk rock de Rimouski. Il était représenté par Greenland Productions, qui était un petit peu les pères du punk rock californien, les pères et les mères, là, en fait, du punk rock californien à Montréal, là, de l'organisation de show, évidemment. Là, eux, ils jouaient pas. Ah, ouais. Ouais, c'est comme ça que ça a starté, puis ça a roulé depuis. Puis X-Large, c'était le premier band qui a booké, puis c'était eux autres qui étaient avec la gang de Greenland Productions aux States. Exact. Il y avait d'autres bands Il y avait d'autres bands sur le show, mais c'était plus des bands locaux, là, From Grass to Cheese. Hey boy, oui, je me souviens de ça. No Vacancy de Alma. Et puis, il y en avait un autre, Up Pure Random, qui était de Cap-Rouge. Ah ouais! Ah ouais! Fait que là, ton premier show, il a quand même été fort un succès, j'imagine. Tu as eu combien de monde à ce show-là? J'ai eu à peu près 150
peut-être 200 personnes, je m'en souviens pas, c'était 5 piastres. J'ai fait un petit peu d'argent, mais pas tout ce que je pensais, mais c'était assez quand même pour qu'est-ce que. Ben, en fait, je pensais que c'était assez. Mais ce que je savais pas, c'est que mon père payait des billes en arrière de moi sans me le dire, là, mais Est-ce qu'on les aime, nos parents, dans ce temps-là? Hein? Et moi aussi, derrière moi, quand j'étais plus jeune, mon père aussi était genre, OK, Sim, là tu as fait un peu de compte, tiens. J'étais là, OK, c'est bon, merci, père. Fait que là, quand les agents ils t'appelaient, là, tu devais pogner un 2 minutes, toi qui as 16 ans, puis là, t'as pas les agents, mais oui, les agents qui t'appelaient, tu peux-tu booker mon band, peux-tu booker là, tu commençais, j'imagine, à avoir pas un line-up, mais tu sais, là, il fallait que tu, comme on dit en bon français, tu te déguédines, puis tu trouves des salles, puis tu commences à faire que tu commences à vraiment booker tes trucs, là. ouais, c'est ça. Ben, dans le temps, c'était un petit peu plus facile que maintenant, dans le sens où à peu près tous les sous-sols d'église étaient disponibles pour louer puis faire un show dedans. Le sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste, là, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste à Québec, là, ça a été le premier à me faire confiance. Puis après ça, il m'a toujours aidé à en trouver d'autres. Il donnait des références, des recommandations. Fait que ça, ouais, c'est sûr que tu apprends à t'organiser. Là. Ça, c'est vraiment le bon côté. Mais c'est surtout, tu sais, en 96, là, Internet, là, c'est Alta Vista puis Netscape, tu sais. Tu l'as à l'école, nous, on était chanceux, on l'avait à la maison. C'est que pour moi, découvrir des bands, ça se faisait dans des magazines, ça se faisait dans des mail orders, là, genre des espèces de listes où tu cochais les albums que tu voulais, puis là, t'envoyais ça par la poste, puis là, ils te renvoyaient les disques que tu avais commandés. Puis aussi, bien évidemment, dans les disquaires de Québec, là, il y en avait, en 96, il y avait le Platine, le disquaire, ben, en fait, j'ai fini par travailler là, mais qui était comme le disquaire de mon quartier, qui était vraiment cool. Puis, ben, c'est ça. Le Platine, c'était... Le Platine, ça, c'était sur Saint-Joseph, hein? Non, sur Ça se peut-tu? Saint-Jean. Ah, sur Saint-Jean. Ah oui, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Hé, tabarouette, ça fait longtemps. Puis ton père, était-tu entrepreneur, lui, pour te pousser un peu dans cette voie-là? Oui, il est entrepreneur. En fait, mon père, il est entrepreneur général, mais il fait surtout... ben, il est menuisier, en fait, là, à la base. Là. Donc, il fait de l'aménagement commercial, il fait des cuisines, des trucs comme ça. Et puis ouais, lui, il a parti sa business aussi quand il avait, bon, il avait un peu plus que 16 ans, mais encore là, tu sais, il est parti sa business quand même, puis il me poussait pas nécessairement vers ça. Là. Je dirais qu'au début, je pense que c'était pas son plan que j'organise des shows punk. euh, mais overall, ça a été vraiment cool, pareil, comme le support que j'ai eu puis tout. Là. Ben, tu sais, il a vu que c'était pas de la frime ce que tu faisais, que là, finalement, tu t'avais trouvé quelque chose que tu étais passionné pour, que tu avais une passion pour. Fait que, tu sais, pourquoi est-ce qu'un parent mettrait s'y opposerait? Ben non, c'est ça. Exact. Fait que là, après ça, là, mettons, tu as une coupe de show à ton actif. Quand est-ce que Get a Room est rentré Quand est-ce que Get a Room est rentré dans ta vie? Tu as fondé Get a Room? En fait, ça a été dès le départ. Get a Room, quand j'ai organisé mon premier show, j'avais déjà le nom de la business. Ah ouais? Ben, on est, tu sais, au secondaire, tu niaises, puis t'as bien du fun. Puis, je pense que c'est dans Fresh Prince of Bel-Air, quand Will Smith il arrivait devant, ou en tout cas, bref, il y en a un de la gang qui arrivait tout le temps devant ses colocs qui étaient en train de se frencher, puis il leur disait genre « get a room! » Ah ouais. Fait que moi, j'avais mes, ben, tu sais, au secondaire, toutes les cases, puis bon, nous, on appelle PEI à l'école, puis
le régulier, moi j'étais au régulier, puis évidemment les filles, ils étaient donc plus matures, puis plus adultes, puis ils étaient en couple, puis gna. Puis là, ben, ça se frenchait à bouche que veux-tu à côté de ma case, puis moi, comme bon petit Chris, j'étais tout le temps là, ah, get a room, get a room. Nice. Puis quand j'ai parti, quand j'ai organisé un show, ben ça me prenait un nom de compagnie, tu sais bien, il faut que tu aies une compagnie en partant, tu sais. Puis c'est le nom qu'on a choisi. En fait, il s'est comme imposé d'office là, à travers toute ma gang d'amis, puis tout ça. Puis là, c'est-tu là que ton partner est rentré? T'es-tu avec ton partner? C'est Simon Gaudry, c'est ça, hein? Oui, exact. Simon, j'ai rencontré Simon autour de 1999. Puis c'est en 2001 qu'on a commencé vraiment à produire ensemble. À un moment donné, on s'est dit, bon, ben, on se compétitionne, aussi bien se mettre ensemble. Parce que lui, il produisait des shows aussi? Oui, exact. Lui, il produisait beaucoup au Cachemire. En fait, il gérait le Cachemire carrément. Ah, ouais, OK. Puis, c'est ça. Moi, je produisais à gauche, à droite. Je produisais aussi des shows au Cachemire, mais bref, c'est lui qui gérait le bar. Puis on se compétitionnait des fois sur des shows, puis à un moment donné, on s'est dit, bon, ben, si on se met ensemble, on a genre le monopole du marché. Dans un sens. Ouais, on s'est mis ensemble, puis ça a super bien été. On a eu genre de vraiment belles années là, avec Get a Room. En fait, à partir de là, ça a vraiment grandi. Là. Lui, il est plus fort sur le côté administratif. Puis moi, je suis plus un gars de terrain là, qui connaît chacun des bands, qui connaît bien la scène aussi. Donc, ça s'est comme organisé un peu tout seul. Là. Puis, dans ces époques-là, est-ce que l'effervescence de Québec était... La scène de Québec était le fun, c'était toujours le fun, mais est-ce que les bands qui venaient au Québec, à Québec, étaient contents de venir ou c'était une place qui était un peu underground pour eux autres puis ils ne savaient pas trop où ils s'en allaient? Là? Ben, en fait, dans la scène de punk rock à roulette, là, comme on l'appelait, le punk rock californien, Québec, c'était vraiment, mais vraiment réputé. Là. Québec puis Montréal, c'est comme deux des marchés les plus fous. Écoute, on faisait des bands, il y avait genre 1000, 2000 personnes des fois. Puis ça, c'est des bands qui jouaient devant des 300-400 personnes dans des gros marchés américains. C'est l'enfer, ça. Ah, ouais. On avait vraiment une belle manière de les recevoir aussi. Là. Donc, ils étaient très satisfaits. Mais c'est sûr que quand tu as 1000, 2000 personnes qui sont prêtes à payer 10, 15, 20 piastres, ben, le budget pour organiser le show il est un petit peu plus substantiel, disons. Mm-hmm. Parce qu'au States, c'était pas vraiment comme ça. Et les gens payaient vraiment moins cher pour les shows, puis c'était plus boboche, comme on pourrait dire. Ben ouais, c'est ça. C'était un. Ben, je veux dire, il y en avait sûrement qui étaient cool, là, des shows. Mais tu sais, c'était pas la même organisation. C'était un petit peu plus. Les bands étaient un peu plus laissés à eux-mêmes. Il y avait moins de support. Les promoteurs étaient peut-être un peu plus shady, comme on dit. Donc, ouais, je comprends. Ah, ouais. Exact. As-tu déjà fait des voyages d'affaires pour aller voir les modèles Oh, il vient de partir, lui, là? Ah, c'est bon, ça, il va avoir... Pourtant, il est juste 9h15, là. Il s'est-tu levé tôt un matin? Ben, 5h30, c'est pas mal son heure, là. Je sais pas si c'est tôt, là, mais... Ben, quand même. Mais c'est tôt pour un gars qui a passé sa vie à organiser des shows puis à rentrer à 3-4 heures du matin à la maison. Là. Aïe, aïe. Comme je disais, as-tu déjà été justement aux États-Unis voir un peu la scène, voir comment ça se déroulait, essayer d'amener un peu de eux à nous, même si peut-être qu'on était un petit peu plus, pas avant-gardiste, mais un petit peu plus sur la coche, comme on pourrait dire, en termes d'accueil? Ben, je te dirais, OK, ici, on avait la chance de vraiment bien supporter une certaine scène qui était niche.
Mais dans d'autres scènes, c'était pas le cas du tout, là. Les scènes indie, les scènes ben, mettons, deuxième ou troisième vague bon, moi, j'appelle ça, c'est des vagues de punk rock, là. Veux pas, on dira ce qu'on voudra, mais Bright Eyes et Boy Indie, il y a un vibe punk rock en arrière de ce qu'il fait. Puis même chose pour Jimmy Eat World, puis tous ces affaires-là, là. Bon, on le qualifiera comme on veut, mais tu sais, toutes ces scènes-là avaient plus de misère à Québec. Donc, on est une ville qui, ben, on est une ville qui s'attache aux artistes avec lesquels on a une relation. On va connaître tous les albums, chanter chacune des tunes, on va les suivre dans leur carrière, mais on n'est pas une ville qui va prendre des risques pour aller découvrir un nouveau band. On n'est pas même en l'écoutant. À l'époque, là, je veux dire, ça change aujourd'hui avec les nouveaux moyens de consommation, puis tout change. Là, mais j'ai arrêté de faire des shows. J'ai ralenti beaucoup à partir de 2012, puis complètement arrêté autour de 2013. Mais tu sais, c'est vraiment... bon, c'était comme ça. C'est qu'on n'avait pas grand-chose à apprendre des Américains, je pense, à ce stade-là. J'y allais surtout pour voir des bands que je savais que si je les organisais à Québec, ben, ils allaient me coûter cher puis j'allais perdre plein d'argent. Ça fait que tant qu'à ça, je me payais un trip pour aller les voir à New York ou à Philadelphie ou peu importe, là, dans ce genre de marché-là. Puis, mettons, là tu dis que nous, on est quand même très attachés au band qui nous est cher. Puis, c'est rare qu'on déroge de notre ben, aujourd'hui, avec Internet, c'est un peu différent, là, mais c'était rare qu'on dérogeait de nos habitudes musicaux, là. Je pense à, mettons, Metallica. Metallica vient à Québec, ben, Dieu sait que tout le monde est là. Je pense que la ville devient déserte, puis tout le monde est ses plaines. J'ai ça, Metallica. Ben, moi, j'ai jamais trop trouvé. Oh, excuse, vas-y. Ouais, mais Metallica, Red Hot Chili Pepper, tout ce genre de band-là, je suis pas capable. Là, je trouve ça quétaine, là, mais j'avoue que je partage un peu ton opinion là-dessus. Là. C'est évidemment, personnellement. Metallica, ça va toujours rester. Tu l'écoutes, puis c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas des bandes que j'écoute nécessairement non plus là, régulier. Non, c'est ça, exact. Moi, je pense que j'ai eu l'album noir, là. Je me rappelle jamais du nom. Là, Black Album. Ouais. Fait que c'est le seul album que j'ai eu. Je l'ai bien aimé. J'ai chanté la tune Enter Sandman, là, où on en parle. Ouais. Puis c'est pas mal tout. Ça s'est arrêté là. Mon but, c'était un peu slow avec une fille dans ce temps-là. On parle de bands qui fonctionnent un peu moins. À l'époque de ton de Get a Room, et que là, tu étais très, très, très actif dans le monde de la scène de Québec. Quel band sûrement que c'est arrivé à plusieurs reprises, mais as-tu déjà invité un band où est-ce que c'était un bon flop, là, puis t'es comme Colin, je pensais que ça allait rouler ou je pensais que ça allait marcher, puis finalement, pas pantoute? Ben oui, quand même assez souvent, là, je te dirais à peu près un show sur 10. Là. Ah ouais, tant que ça? Oui, ben tu prends des risques. Hein? C'est un milieu où plus tu grandis, plus tu as à perdre dans ce milieu-là. Puis la relation avec l'agent, ben l'agent, il sait que, genre, il t'envoie des bennes qui payent. Ça fait que de temps en temps, il va dire, OK, ben celui-là, genre, ça va être bon, ou on va le développer, prends-les. Puis là, tu veux pas le prendre parce que genre... Il te donne de la business. C'est ça, cet agent-là, il te donne de la business. Ça fait que tu prends un peu ce que tu sais, whatever, qu'est-ce qu'ils te disent de prendre. Puis tu sais, il y en a que tu sais que ça va être de la merde, là, mais ils te mettent quand même ça dans... tu sais, ça prend quand même une grosse prod, puis tout, puis finalement, tu sais, je pense un bon exemple, là, c'est vers les dernières années, l'agent de Feist, Leslie Feist, là, je connais moins, ouais.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est genre une musicienne canadienne. Ça a vraiment marché gros, là. Je pense que c'est une 1, 2, 3, 4, puis Who Chicka Boom, là, ou une affaire de même, là. Euh, non, ça marchait, là. Tu les écouterais, puis tu serais comme, ah, Ah, tu sais, ok, ben, ah ouais, c'est ça, ok, ok, ok. mais on les avait faites à l'Impérial, sold out, 1000 personnes en genre quelques jours. Puis une couple d'années après, elle sortait un nouvel album. Puis là, ils voulaient jouer au Grand Théâtre. Puis nous, on était comme, mais c'est pas la place. Genre, Ouais, il y a ouais, personne. ouais. Mais ils tenaient, ben crime, tu sais, on l'a fait pour eux au Grand Théâtre. Puis on a mangé un 20 000 de trous à peu près. Là. Oh my God! Ça, ouais, ça, Ils ont, ils ont dû partir avec la queue entre les deux jambes et se dire, OK, je m'excuse, là, c'est nous qui était trop greedy, là, je sais pas trop, là. ben c'est sûr que dans ce temps-là, l'artiste se sent tout le temps mal, tu sais. Puis, ben ça dépend. Il y en a qui ont juste pas de ils ont juste pas de morale, là, à la limite. Là. Mhm. En général, les artistes, ils se sentent mal là, d'une situation comme ça. Première des choses, ils n'aiment pas ça jouer devant une salle à moitié vide. Tu sais, il y a eu quand même 1000 personnes, mais 1000 personnes dans la grande salle du Grand Théâtre, ben, c'est moitié de la capacité. Là, tu sais. Ouais, c'est ça, là. Euh, fait que, Fait tu que, sais, c'est sûr qu'il y en a des artistes qui se sentent mal de ça, puis ils veulent pas faire chier pour faire chier. Tu sais, le point est pas là pour eux. Puis, tu sais, des fois, il y en a même qui acceptent une baisse dans leur cachet ou des trucs comme ça. Mais il y en a aussi qui pensent que c'est toi le promoteur qui est vraiment poche puis qui est pas capable d'attirer du monde dans une salle. Puis, je suis comme, j'en joue pas de musique, moi. C'est pas moi que le monde vient de voir. Là. c'est l'artiste, tu sais. c'est vrai, c'est ça, t'as un bon point, là. Souvent, tu vas penser, bon, ben, l'agent, Caroline, il a peut-être pas fait sa job ou je sais pas quoi, mais au contraire, c'est parce que peut-être que la musique est juste poche, tu sais, littéralement, là. Ou que le band, Ben, il est pas poche, là, mais, tu sais, c'est, pas dans nos goûts. exact, c'est ça. Ben, c'est comme ça. Puis, tu sais, ça, c'est dur à lire. Puis, ça a été encore plus dur à lire avec le temps, dans le sens où on avait, tu sais, au début, là, on avait les ventes de CD sur quoi se fier pour savoir si un band allait fonctionner ou non, tu sais. Moi, j'appelais dans HMV, j'appelais dans Archambault, puis, tu sais, je demandais les comptes d'albums vendus, tu sais, je me fiais sur ça, puis sur les amis MySpace, mettons. Ah ouais, t'es dessus, sérieux? Ben, il fallait, tu sais. Sinon, on avait aussi Polestar, là, qui est un genre de magazine qui prend en note un peu tous les résultats de tous les shows. Ça fait que tu es capable de suivre, grosso modo, comment que ça se passe dans d'autres marchés, tu sais. Puis, OK. mais tu sais, chaque marché étant très local à cette époque-là, tu sais, c'était pas... c'était la radio puis c'était les ventes de CD, là. C'est que ça nous aidait. Éventuellement, quand que, ben là, après le CD, ce qui est arrivé, c'était le piratage. Tout le monde était sur Napster, tout le monde était peu importe, là, sur les torrents, puis ils downloadaient des albums, puis ils les Fait, écoutaient chez eux, puis ils se gravaient des CD, là, tu sais. Puis ça nous a vraiment... Ça, là, il n'y avait plus moyen de savoir quoi que ce soit. Là. Il fallait vraiment être à travers le monde pour connaître un peu c'était quoi les goûts. Ça fait qu'on y allait un peu ses valeurs sûres à ce stade-là. Puis après ça, ben là, on a recommencé à trouver genre de la musique payante. Là, là, c'était les achats d'albums sur iTunes puis tout. mhm. Fait que ça nous aidait quand même ça nous permettait quand même de géolocaliser certains achats, de savoir comment que ça se passait dans un marché en particulier. Puis ben là, avec Spotify, j'en fais plus. Fait que, je sais pas Ben comment. là, ça doit être beaucoup plus facile aujourd'hui, justement, avec des outils comme Spotify. Ils doivent avoir leur système de cumulatif de données, de streaming, de download et ainsi de suite. Là. Ça doit tout être accessible. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est quand, tu sais, là, tu as parlé de l'époque Napster, là, tu faisais des shows quand même à côté. Quand l'époque Napster est arrivée, est-ce que les bands étaient stressés de jouer devant des foules, les enregistrements illégaux? Je ne sais pas
C'est-tu un problème qu'il y a eu ou que tu t'as peu ressenti? Euh, en fait, les bands étaient vraiment contents de jouer parce que là, vu qu'ils faisaient plus tant d'argent avec les ventes de CD en magasin, ils en faisaient par contre beaucoup avec les ventes pendant les spectacles et puis les cachets pendant les spectacles. Donc, ça nous donnait quand même... Fait que ça t'a aidé. Oui, exact. Ça nous donnait quand même un petit boost. Puis aussi, les gens n'achetaient pas la musique, mais il y avait quand même encore et surtout envie d'aller voir le band live. Tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on était pas mal. On s'en sortait bien quand même. C'est juste la stats, tu sais. Puis à court terme, ça va. T'en as pas vraiment besoin de cette stats-là. Mais c'est pour genre voir les tendances, puis évaluer où ça va, puis comment que. C'est quoi que les gens préfèrent. C'était là qui était problématique. Oui, exact. Et là, tu as décidé de fonder une maison de disques. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Oui, c'est malade, ça. Ça, c'est... Pour un marché comme Québec, justement, avoir une maison de disques à Québec, chapeau. C'était-tu... là, j'ai fait mes petites recherches, mais je ne sais pas si je l'ai nailé, comme on dit, mais est-ce que c'était Milk and Cookie? Oui, exact. Yeah! Milk and Cookie Records. Ah, ouais. Oui, en fait, il y avait les gars de From Grass to Cheese là, que je parlais un peu plus tôt. Là. Il y avait un album qu'on aimait bien d'un nouveau projet qu'il y avait qui s'appelait The Awards. Puis on a un peu tout bonnement décidé de sortir cet album-là avec eux. C'est un petit EP, en fait, là, de 6 tunes. Puis c'était Olivier Brown, Christian Ouellette, puis moi. Puis c'était quand même cool, tu sais, de toucher à d'autres choses, de se dire, on va plus vers la base, tu sais, on devient plus root quand on est dans une maison de disques que quand on est quand on organise des shows, là, dans le sens où on est directement sur le marché. Là, c'est une belle manière de le sonder puis de le voir. Fait que, on a commencé ça, finalement, ça a été vraiment le fun. Là. On a eu des beaux succès. Il y en a qui ça a moins marché. On a vendu des disques au Japon. Voyons, toi. Avec quelle bande? Pratiquement tous, mais surtout les bands punk rock qu'on sortait. Donc, Mute en particulier. L'album Sleepers, on en a vendu pas mal au Japon. TMX, qui est un band anglais, écossais, pardon, il ne faudrait pas se mêler. Et puis, Hope, qui est un band du Nouveau-Brunswick. Bref, il y en avait quelques-uns là-dessus. Je pense que je me rappelle même pas c'est quoi tous les disques qu'on a sortis. C'est pas grave, là. Mais ça a dû t'apporter un lot de nouvelles connaissances parce que là, tu fais pas juste produire, là, en fait, pas juste produire des shows, mais tu produis des disques, là, tu vois l'envers un peu de la médaille. Puis comment ça t'a aidé, toi, pour tes shows? Comment est-ce que ça t'a-tu changé? Ça a-tu changé de la façon que tu faisais les shows? Non, ça n'a pas vraiment changé. Puis, tu sais, on se positionnait pas vraiment comme un label qui voulait produire, là, donc dans le sens où on laissait l'artiste vraiment libre de sa production et puis de l'écriture, évidemment, des chansons. Nous autres, on était plus là pour triper aussi en même temps, puis voir un petit peu comment que les choses allaient se dérouler. Puis on a eu des bonnes opportunités. Hey, ça, là, d'ailleurs, t'en cherches des anecdotes, en voilà une pas pire. On tripait sur un petit band d'Ontario qui s'appelait Alexis on Fire. Okay? C'était tout petit, c'était avant qu'ils sortent quoi que ce soit. Là, nous autres, on avait découvert, on les avait découverts sur MySpace, évidemment. Mais on avait découvert ce petit band-là qui avait 3 tonnes d'enregistrés. On voulait absolument travailler avec eux autres. J'ai commencé à les faire venir souvent en show. Ça marchait pas, là. Il y avait 20-30 personnes. Ça marchait parce que les 20-30 personnes qui voyaient le band étaient comme « Ah, c'est malade, ce band-là, faut les retrouver. » Puis les premières tournées qu'on a faites, il n'y avait même pas d'album. Il venait avec
avec un genre de démo gravé, emballé dans des feuilles lignées qui étaient en fait du cours de chimie du bassiste, je pense. Ah ouais. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, ce band-là, on tripait dessus, puis on les faisait venir, puis là, on commençait à parler d'un album, puis on regardait, puis là, genre, ils ont eu un manager, Joël Carrière, là, qui aujourd'hui s'occupe de Bedlam Society, puis écoute, ils sortent des affaires qui n'ont pas de bon sens, eux autres. C'est vraiment un gros label maintenant. Donc, là, Joël, il vient, puis dans ça là, il dormait sur le plancher dans mon appart. Aïe, aïe. Joël, il vient sur une tournée, puis là, on explorait encore l'opportunité de sortir l'album, puis tout. Puis là, il me dit le plus sérieusement du monde, il dit, bon, il dit, Yannick, ben, tu sais, je sais que t'aimes bien Alexis on Fire. Il dit, mais je pense qu'on a des plans. Il y a je pense, Distort Entertainment qui cherche après, qui veulent les sortir. Ils basent leur business model beaucoup sur le band, mais il dit, le guitariste Dallas, il y a un projet acoustique solo, puis si tu veux, tu peux le sortir. Hein? Fait que là, moi, j'en parle avec les gars. Je suis comme, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On sort tout ça, puis on était comme, off, l'acoustique. On a un label heavy, là, on veut que ce soit punk, hardcore, ce genre de stock-là. Que, finalement, on a refusé de sortir le premier album de CP and Color. Oh my God! Comment Mais on n'avait aucune idée. Là, non, tu peux pas savoir. On savait qu'il chantait bien, le gars, là, on le connaissait, là, Dallas. On est encore en contact de temps en temps. Puis, c'était un des gars cool du band avec qui on s'entendait bien. Puis c'était juste, ça ne fitait pas. Puis, on a décidé de ne pas le faire. Puis, finalement, peut-être ça aurait changé la face de mon label un peu. Hey, mais t'imagines-tu, hein? T'as dû tronger les ongles un peu après, là, quand il a sorti son premier CD? Ouais, ben en fait, quand le CD est sorti, pas tant, c'est quand ça s'est mis à pogner que on a fait comme oh shit. Mais en fait, on n'avait pas de regrets, là. C'était juste. On a fait ce qu'on voulait faire à ce moment-là. Puis je me suis consolé quelques années plus tard quand mon associé Simon Gaudry m'a avoué qu'il avait refusé la tournée Nevermind de Nirvana pour $300 US. Impossible. Je te le jure. Impossible. Oh, ouais. Mais tu sais, il aurait perdu du cash, là, lui non plus, il ne pouvait pas le savoir. Mais ils ont joué à Montréal, là, au Pouf, devant genre 300 personnes là, sur cette tournée-là. C'est qu'à Québec, on aurait eu 50. Là, ben, en fait, c'est pas moi j'aurais pas été avant que j'organise des shows, mais tu sais, il y aurait eu personne. Il y aurait eu personne. Mais il aurait pu avoir ça dans sa checklist. Là, faire venir Nirvana à Québec, ça aurait été lui. Mais écoute, regarde, qu'est-ce que tu veux? La vie, c'est le même. Tu aurais pu signer Alexis on Fire. C'est assez capoté, ça. Tu tripes encore sur le band? Tu es encore en contact, que tu disais, avec eux autres? Oui. Ben, pas de temps. Comment je te dirais? Je suis pas un gros fan de ce qu'ils ont sorti au bout de la ligne. Je trouvais les démos étaient plus math rock, un peu plus low-fi. C'était pas du emo-core comme ils font aujourd'hui. Je trouve ça excellent qu'est-ce qu'ils font. C'était juste pas le style de musique qui venait me rejoindre. Moi, j'étais plus, soit punk rock ou plus indie rock, ce qu'on appelait indie rock à l'époque, qui finalement est devenu du emo puis du punk rock, mais bon. Puis le indie rock est devenu comme ce qu'on appelait du pop, là, mais bon. Tout a changé d'un bord puis de l'autre. Là, il y a trop de subgenres, là. C'est trop rendu, rendu compliqué. Là. Tu étais quand même dans le fleuron, pas dans le fleuron de ta carrière, mais tu sais, je veux dire, tu avais une bonne lancée. Je sais que là, quand moi j'étais plus jeune, on se connaissait, toi puis moi, on a pratiquement la même âge. Tu es un petit peu plus vieux que moi.
Mais quand Carl-Emmanuel Picard est rentré dans le décor, étiez-vous, Carl-Emmanuel, qui est un autre, pour ceux qui vont écouter, qui est un autre promoteur de spectacle à Québec, qui est là depuis, mon Dieu, belle lurette. Il a un peu le même parcours que toi, en fait. Là. Vous avez commencé presque dans les mêmes âges. Oui. Puis là, tu t'étudies tabarouette, il y a un genou qui s'en vient, là, ça va jouer du coude ou dès le départ, vous avez été quand même en symbiose, puis vous avez travaillé ensemble? Ben, tu sais, on a 10 ans d'écart, hein, Carl puis moi. Donc, lui, puis j'ai 10 ans d'écart avec mon associé. On avait chacun une bonne compréhension de notre clientèle. C'est qu'on collaborait plus que d'autres choses au départ. Mm-hmm. Puis tu sais, quand on arrivait puis qu'on était sur le même ben, on le coproduisait. That's it, tu sais, coproduire un show, ça veut juste dire moins de risques. Tu sais, peut-être que ça veut dire moins d'argent si jamais il y a du profit, mais ça veut aussi dire moins de risques si jamais les choses vont pas très bien. Tu sais. OK, je comprends. Fait que tu sais, on s'entendait super bien comme ça. En fait, on s'est tout le temps super bien entendu. Donc, c'était bien correct. Puis, Carl il est arrivé autour de 2004-2005, si je ne me trompe pas, là, peut-être dans ces années-là. 2006, en tout cas, bref, je parle la notion du temps. À l'approche de la quarantaine, on finit par en oublier des bouts. Mais c'est ça, tu sais, ça a été un bon. En fait, non, ça a été très positif là, tout le temps. Puis, ça a fait aussi que quand le pointvente.com a commencé à vraiment rouler, puis qu'on a voulu commencer à mettre de côté l'organisation de show, mais on se sentait pas mal de le faire, tu sais, parce que veux pas, tu sens que tu dois à ta communauté, là, d'une certaine manière. Fait que tu continues à faire des shows parce qu'ils vont plaire, même si tu n'as plus vraiment envie de le faire, tu sais. Puis je pense qu'on était pas mal rendu là. On commençait à avoir moins de fun à organiser des shows vers la fin. Vers 2010, là, c'était plus un défi. Là. On organisait beaucoup, ça demandait beaucoup de temps. Puis là, il y a Carl qui arrivait dans le décor puis qui prenait de plus en plus de place. Ça fait qu'on. C'est comme parfait. Là, ça a vraiment fait une belle continuité. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, dans ces années-là, Carl il arrivait à. Là, je ne sais même pas il y a quel âge, mais il devait arriver à pas loin de 20 ans là, dans ce bout-là. Ça fait que, tu sais, aussi, il était capable de tout faire tout seul. Là. Fait que pour nous, c'était juste un bon timing, puis un bon. Je sais pas, ça marchait. Ça a bien marché. Ouais. Fait que là, Carl, il reprend plus les Carl, maintenant, est plus rendu avec le flambeau des spectacles. Puis toi, c'est là que tu as décidé de partir lepointdevente.com, qui est une billetterie en ligne 100% faite au Québec, à Québec. Ouais. Comment est-ce que l'idée t'est... Excuse-moi, vas-y. On n'aime pas le terme 100% parce que c'est pas... Je veux dire, si c'est vrai que tout est programmé au Québec et puis que ça reste qu'il y a des technologies qui s'utilisent qui sont la propriété d'entreprises qui ne sont pas nécessairement québécoises. Mais overall, là, oui, effectivement, tout est développé ici. Nos programmeurs sont ici. Nos emplois sont ici. Fait que, ouais, c'est ça. C'est une entreprise québécoise. C'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Puis, comment est-ce que l'idée t'est venue de faire une billetterie en ligne? Pourquoi une billetterie en ligne? C'était-tu juste la suite naturelle des choses? C'était un projet qui te cogitait dans la tête depuis un bout? Bien, on y a pensé pendant quelques années quand même, avant de le mettre en place. J'aurais tendance à dire que on n'avait surtout pas le service qu'on voulait de la part de notre billetterie qu'on avait à ce moment-là. Puis on payait très cher de frais de service. Puis c'était un bon problème. Là, je veux dire, on vendait, mettons, pas loin de 100 000 billets par année.
Puis il y en a une bonne partie là-dessus sur lesquels on donnait des frais de service de 4 à 6 dollars, tu sais. Puis sur un billet qui Aïe, aïe. allait 15, 20, peut-être 25 à certains cas, c'était un gros pourcentage. Puis on a fait le calcul, tu sais, puis on s'est dit, bon, ben, à l'époque, on se disait, on va charger 2,50 $ de frais de service. Puis on faisait le calcul, puis on était comme, bon, ben, on va être rentable, tu sais, c'est pas pire. On va économiser cet argent-là, puis on va en avoir plus dans les poches, puis, tu sais, on va diminuer les risques. Puis c'est Martin Coutu de Québec Punk Scene. À un moment donné, on y en parlait, puis il dit, ben oui, je peux vous faire ça, moi, il n'y a pas de stress, je fais des sites transactionnels. Il dit, mais je veux m'associer. Fait que l'idée, tu sais, à partir de ce moment-là, ça a comme. La business a commencé à prendre son envol. Puis, tu sais, nous autres, on se disait, ben, avec Internet, on n'a pas vraiment besoin de services téléphoniques, on n'a pas besoin de. Tu sais, à la limite, on n'a peut-être même pas besoin de vente physique, là, de billets. Là, tu sais, c'est accessible à tout le monde. 2010, ben, c'était les iPhones déjà, c'était Internet haute vitesse. À peu près tout le monde avait Internet haute vitesse là, en 2010. Fait que, tu sais, c'était juste comme une bonne opportunité. Puis, en même temps, ben, on aimait l'idée de rester impliqué dans le domaine du spectacle, mais sans avoir à prendre le risque global sur un événement. Fait que c'est ce qu'on a fait. On a lancé la billetterie un peu comme ça, puis écoute, c'est parti un peu tout seul, là, la billetterie. Donc, on était bien contents. Là. Tant mieux. Ouais. De rencontrer pratiquement aucune embûche dès le départ, c'est vraiment cool. Là. La réception était bonne. Là. Oui, vraiment. Là, il y en existe des embûches, là, c'est comme n'importe quelle entreprise, mais évidemment. Mais je veux dire, à ce moment-là, en 2010, là, on ne connaissait même pas Eventbrite, on ne connaissait pas ces plateformes-là. Là. Eventbrite, c'est né en 2008. Avant que ça se rende ici au Québec, là, ça a dû prendre une couple d'années. Là, puis Eventbrite, Dieu sait que ça reste pas mal les plus gros dans l'industrie. Là. Ouais, ben c'est ça. Ticketmaster, c'est le monstre. Là. Je pense que 70% des billets dans le monde sont vendus par Ticketmaster. Là. Aïe. Ouais, c'est débile. Là. Puis, tu sais, bon, on peut l'appeler le conglomérat Ticketmaster, dans le sens où Ticketmaster est propriétaire de plusieurs dizaines de sites de billetterie. Là. Donc, ça donne une petite idée de leur pouvoir. Oui, exact, c'est ça. Tu sais, il y a plusieurs modèles dans la billetterie. C'est comme n'importe quoi. Là. Il y a des modèles qui vont plaire plus à certaines organisations, puis d'autres qui vont plaire plus à d'autres. Puis des fois, ben, c'est bien de juste fonctionner avec des marques différentes pour les différents types de marchés que tu peux cibler. Puis Ticketmaster le fait bien. Puis comment ça fonctionne? Mettons, tu t'en vas rencontrer une compagnie X, puis tu dis, ben, vos billets, vendez-les chez nous, littéralement? Oui, carrément. OK, direct. Okay. Ben, c'est sûr que là, on a un certain volume, une certaine notoriété aussi. Le pointdevente.com, c'est plusieurs dizaines de milliers d'événements en vente à chaque année. C'est qu'on parle à beaucoup de monde, on répond à beaucoup de besoins. On a un outil qui est super flexible. On est une entreprise qui est québécoise. On est un peu le petit joueur disruptif dans le marché québécois. Là, on est ceux qui ne font pas les affaires comme les autres, puis qui arrivent avec des petites idées innovantes, puis des trucs comme ça tout le temps. Puis on aime bien, en fait, avoir ce rôle-là, je pense. On le fait pas par exprès, là, c'est juste, nous, on crée une billetterie pour que ce soit une billetterie qu'on aimerait utiliser. Mais ça se trouve que des fois, nos idées sont un petit peu plus peut-être un petit peu différentes de la billetterie standard. Puis des fois, ça plaît moins, mais overall, avant la crise, là, on avait un très bon momentum. Puis depuis la crise, c'est sûr que les ventes ne sont pas au rendez-vous, mais
mais notre équipe est vraiment présente pour justement qu'on sorte de là un petit peu mieux organisé encore même qu'avant. Donc, avant la pandémie, tu y avais déjà pensé au spectacle en ligne parce que là, le point de vente, veut pas, la pandémie a fait en sorte que vous avez mis les bouchées doubles, puis vous avez sorti les spectacles en ligne. Mais c'était déjà quelque chose que vous aviez pensé avant. Hein? Oui. Tu sais, le défi d'être. Bon, les gens qui vont voir un spectacle, c'est les gens qui peuvent aller le voir. C'est pas les gens qui veulent aller le voir. En fait, ah ouais, attends. OK, explique donc rapidement. Ben, je veux dire, tu sais, il y en a des gens qui peuvent simplement pas aller voir un spectacle parce qu'ils peuvent pas se déplacer dans une salle de spectacle. Pour X ou Y raison, ça peut coûter trop cher, ça peut être trop tard, ça peut être parce qu'ils habitent trop loin, ça peut être parce qu'ils sont agoraphobes, ça peut être, je comprends. ça peut être parce qu'ils ont les enfants ce soir-là, ils s'occupent de leurs enfants, ils n'ont pas de gardienne. Tu sais, il y en a là, des raisons là, pour pas être capable d'aller voir un spectacle en live. Puis le virtuel, ben déjà, on y avait pensé, puis on se disait, ben, tu sais, ça règle un peu ce problème-là, puis ça l'aide les salles de spectacle et les artistes à aller chercher un revenu qui n'existait pas. Donc, c'est vraiment... bon, après ça, on l'a regardé, on s'est dit, est-ce que le marché est prêt à adopter ça? Pas vraiment. Puis là, on regardait aussi tout le côté, tu sais, le côté réglementaire de la chose, puis le côté, bon, des contraintes administratives. Là. Par exemple, mettons que tu as un band qui est en tournée à travers le Québec. Là. Est-ce que n'importe quelle salle peut vidéo diffuser son événement? Est-ce qu'il vient en compétition? Est-ce qu'il vient cannibaliser les il vient de se réveiller, lui. Est-ce qu'il vient cannibaliser les événements d'une autre région? Est-ce que c'est... Tu sais, il y avait beaucoup de choses comme ça qui rentraient en ligne de compte. Ben, la pandémie, c'est sûr que ça a réglé une partie de ce problème-là. La partie du problème, c'est est-ce que les gens sont prêts à l'adopter? La réponse est oui. Puis est-ce que bon, toute l'histoire de la géolocalisation des spectacles, etc., ben, les bands ne peuvent pas bouger. Fait que les bands peuvent pas bouger, puis on ne peut pas rassembler du monde dans les salles. Fait que problème réglé, là, c'est aussi simple que ça. Puis c'est qu'on a décidé de le déployer. C'est une question de survie pour plusieurs salles de spectacle. De notre côté, ben, c'est sûr que notre business, c'est rassembler du monde. Là. Présentement, c'est pas ça qu'on peut faire. Mais tu le rassembles d'une différente façon. Tu le rassembles justement. Ouais. Les gens sont chez eux, mais virtuellement, ils sont tous là. Tu sais. Oui, exact. Tu sais, en fin de semaine, là, avec tous les shows qu'on a eus, là, c'est je pense que c'est un petit peu plus que 2000 personnes qui ont regardé un show virtuel. Tu sais. C'est pas les chiffres à Facebook, mais là, on s'entend. La différence, c'est que de notre côté, les shows sont payants. L'artiste génère une paye pour les faire. En fait, c'est exactement le même processus qu'un show régulier. Tu as un organisateur qui organise un show. Il y a une équipe de captation qui capte ce show-là, puis ce show-là, il est diffusé dans une salle de spectacle privée où tu es obligé d'acheter un billet pour y aller. Virtuel, évidemment. On refait le même modèle que le vrai show. Puis l'autre affaire aussi qui est intéressante, c'est que ben, les organisateurs et les artistes sont propriétaires de la donnée qu'ils génèrent. Donc, ils ne font pas juste générer un paquet de données qui vont se faire revendre par après. Là. C'est à eux. Ils vont pouvoir grandir leur business avec ça. Ils sont capables de générer un revenu avec ça. Ils encouragent une entreprise québécoise qui paye ses taxes et impôts au Québec et au Canada. Donc, techniquement, on fait partie de l'effort. Hein, Totalement. Nous autres aussi, de l'effort qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des mesures comme le PCU puis d'autres mesures comme ça. Ça fait que c'est un peu on n'avait pas le choix à le rendre là. Il y avait trop de bonnes raisons de le faire. Ça allait être beaucoup de travail, beaucoup de stress.
Puis on n'était pas sûr comment que ça allait se passer, mais il fallait le faire quand même. Puis je pense que là, on commence à voir le résultat de tout ça. Là. Et tantôt, tu as dit, tu as mentionné, pas des associations, mais les petites salles de spectacle. Eux autres, ils en arrachent beaucoup plus. Carl Emmanuel, présentement, est en train de militer pour aider les salles de spectacle, pas promouvoir, mais justement, parce qu'ils n'ont pas d'aide gouvernementale. Pourquoi ces salles indépendantes-là, partout au Québec, n'ont pas le droit à de l'aide gouvernementale versus les grosses salles de spectacle? Bien, bon, ça devrait être fait autrement. En fait, il manque un niveau de statut dans la reconnaissance de la part culturelle d'un lieu de diffusion. Donc, là, sans être trop technique, les salles de spectacle, les bars spectacles comme l'Anti, c'est vu comme un bar. Ça enlève le côté spectacle. Ils sont reconnus comme ayant aucun apport culturel, aucune programmation culturelle. Donc, leurs permis, c'est les mêmes permis que tout le monde. Ils ont accès à aucune subvention que le monde de la culture peut avoir accès. Aucun support non plus. Donc, aujourd'hui, ils se retrouvent un peu pris là-dedans. Puis ça fait quand même plusieurs années là, puis même nous, on fait partie de l'effort là, avec le pointdevente.com pour soulever cet enjeu-là. Là. Mais ça fait quand même plusieurs années qu'on dit qu'il faut que ces salles-là soient reconnues. Là où ça devient complexe, c'est que je pense que ça va prendre une définition de c'est quoi une salle de spectacle, un bar spectacle. Puis tu sais, ça va être difficile à trouver cette définition-là quand même. Il va falloir que, tu sais, est-ce qu'un bar de karaoké, c'est un bar spectacle? Oui, je comprends. Il y en a beaucoup, là, des trucs comme ça. Puis, c'est quoi la part de jour de spectacle versus le jour où il n'y en a pas, qu'il faut qu'il existe? Bref, c'est de la longue négociation. Oh! C'est plate, très plate. Parce que Dieu sait que la culture, c'est important. Puis, ça fait partie de la culture. C'est vraiment plate. Oui, mais tu sais, bon, ça évolue, hein, puis c'est bien correct. Puis, tu sais, sans les bars spectacles, il n'y a pas de grand théâtre, puis il n'y a pas de. Bon, tu sais, je veux dire, les grands théâtres, c'est peut-être pas le meilleur des exemples, mais les salles majeures, là, les diffuseurs majeurs, ben, les artistes, là, ils naissent pas des étoiles, là, tu sais. Ils naissent pas avec un fanbase. C'est ça, ils commencent en bas de l'échelle d'un bar de spectacle. Exactement. Ils construisent dans ces petits bars de spectacle-là, partout en région. Les humoristes, c'est la même affaire. Tu sais. Fait que faut en être conscient. Puis il faut faire attention à cette partie-là de notre organigramme culturel. C'est un peu la terre là, dans laquelle on plante la graine qui va fleurir. Tu sais, oui, je comprends tout à fait. Puis le pointdevente.com, est-ce que quand on arrive à... Exemple, moi, je suis un groupe, puis je reste à, je sais pas moi, à Chediac ou à Gaspésie ou à n'importe où. Fait que là, dans le fond, je me rends à un bar ou... comment ça fonctionne pour la diffusion? Est-ce que l'artiste se rend dans un bar local avec personne à l'intérieur présentement, justement, puis là, après ça, c'est filmé puis c'est diffusé de cette place-là? Oui, ça pourrait être ça. Faut s'informer. Je sais qu'il y a des organisations qui l'ont déjà eu, ce permis-là. Donc, là, il y a des bars, spectacles qui sont carrément capables de faire des captations. Ça fait que ça, c'est cool. Donc, il faut s'informer, mais c'est sûr que ça peut se faire dans ta cour, ça peut se faire dans un entrepôt. Tu sais, Horloge Simard, c'était dans un entrepôt. Là. Même chose pour Mon oncle Serge puis pour Rick Pagano. Catherine Major, elle, c'était hot, son show, là, c'était carrément un show de TV. Il y avait Marina Orsini qui l'interviewait. Oui, je te le jure. Malade. Fait que,
elle, c'était dans sa maison, puis chaque pièce était un studio avec des nouveaux instruments, puis là, elle se déplaçait, elle jouait du piano dans une pièce, puis après ça, elle allait jouer, je sais pas trop quel autre instrument dans une autre pièce, puis après ça, elle se déplaçait dans une pièce pour faire son entrevue avec Marina Orsini. C'est pas gratuit, là, ce niveau de spectacle-là, là. C'est une production, là, quand même, mais les gens, ils sont prêts à payer pour ça, puis je pense qu'ils veulent encourager les artistes, puis ils veulent encourager cette industrie-là, comme ils le faisaient avant, puis les temps sont moins faciles, c'est sûr, mais quand ça va revenir, quand les gens vont retrouver leur emploi, etc., ben, ça va rester quelque chose qui existe et de disponible. Donc, totalement. Puis souvent, les grands enjeux comme on vit présentement avec la pandémie, ben, ça amène justement ce niveau d'évolution, ce niveau voyons, je pourrais pas le dire, de nouvelles idées, puis d'innovation et tout, là. Mm-hmm. Puis vous autres, vous apportez ça, c'est cool, là. Oui, mais tu sais, on le regarde assez froidement, là. Mettons qu'on se dit qu'un show, ça dure 1 heure et demie, puis qu'on en fait... tu sais, mais bon, mettons, on vend 200 000 billets dans la prochaine année pour des shows virtuels de 1 heure et demie, puis que le prix moyen, c'est 15$ pour le show, ben c'est 4 millions de dollars et demi qui viennent d'être réinvestis dans la culture québécoise. Puis 200 shows, là, c'est pas grand-chose. Là. C'est 2 shows par vendredi, puis 2 shows par samedi. Là. C'est très peu. C'est très peu. Là. Fait que, tu sais, puis ben ça, c'est de l'argent qui va aller à des techniciens de son, qui va aller à des organisateurs de spectacles, qui va aller à des artistes, qui va aller à... Tu sais, c'est presque rien à faire. Là. Puis je vas-y. Ouais, c'est ça. Ben, je pense juste que c'est la meilleure manière de redonner puis de supporter puis le monde culturel présentement. Puis, tu sais, le déconfinement, il va pas se faire tout d'un coup. Là. C'est pas genre un matin, François Legault va se lever, il va dire OK, gang, retour à la normale. Là, il va avoir OK, ben, on peut se rassembler par groupe de 10, par groupe de 25, par groupe de 50, par groupe de 200. Tu sais. Fait qu'avant qu'on voit une scène culturelle puis une vie culturelle en vrai, là, on va en voir une hybride, mais ça va être quand même assez long. Là. Ça fait que c'est important. Là. En fait, jusqu'à maintenant, le support est vraiment cool. Là, donc, on encourage les gens à continuer, là, c'est sûr. Là. Vraiment. Parce que là, on parle, le pointdevente.com, là, on parle juste de show, mais c'est pas juste des shows. Tu sais, ça peut être. Je disais justement, ça peut être, je sais pas moi, des cours de yoga, ça peut être de l'entraînement, des conférences, ça peut vraiment être n'importe quoi. Là. Toute personne qui a quelque chose à offrir, une expertise ou un art, ça peut être, ça peut être diffusé sur le pointdevente.com, mis en vente sur le pointdevente.com. Oui, exactement. C'est autant de l'événementiel que du formatif, que ce soit professionnel, sportif, culturel ou même privé. Hein, je veux dire, à la limite, là, ça se fait aussi. Il y a un mariage là-dessus, je suis sûr et certain que ça marche. Ça serait fou, ça. Tu fais une Céline Dion de toi-même puis tu télévises ton mariage. Ça serait ça serait vraiment ou un cool. Angeline. Ouais, écoute, ça serait malade. Puis, je sais pas, tu prépares des boîtes à lunch que tu fais livrer à tous tes convives. Il y a la cérémonie qui est diffusée. Tout le monde mange la même chose, fait son toast en même temps. C'est toutes des choses qui sont possibles. Là. Ça se fait bien. Puis tu sais, c'est... Bon, dans la mesure où tu payes pas ou que tes invités, mettons, payent pour leur couvert ou ces trucs-là, ben ça te permet de le faire. Là, ça te permet d'aller collecter cet argent-là aussi. Là. C'est clairement. Écoute, je suis vraiment pas impressionné, mais
ben oui, impressionné, mais je vois vraiment beaucoup de potentiel. Je trouve ça vraiment hot ce que vous avez sorti. Puis avec ton background, connaissant ton background, parce que ça fait quand même assez longtemps que je te connais, je sais que ça va fonctionner. Puis je sais que vous êtes une équipe de cœur, puis que vous avez la culture à cœur. Puis on le sait que vous allez travailler d'arrache-pied, vous allez travailler fort. Puis ça, j'en doute même pas. Je suis sûr que la réussite vous guette. Ouais, il faudrait trouver une alternative au stage dive, par exemple. Parce qu'un stage dive avec pas de foule, ça fait mal. Effectivement. Ben écoute, je vais essayer de penser à de quoi. Si je pense à quelque chose, je vais te le dire. Hey, ben Yannick, écoute, j'espère que ton petit pouls en arrière il est réveillé, là. Ah oui. Il trippe, là. Il est bien curieux. Salut, Coco. Merci mille fois, Yannick. Écoute, on va se reparler, puis tu reviendras si tu voudras. Puis lepointdevente.com, allez checker ça. Si jamais vous avez, comme je dis, quelque chose à vendre, une expertise, whatever, là, comme on le disait, contactez Yannick ou contactez la gang du pointdevente.com, puis vous allez pouvoir regarder ça. Yes. Ben merci à toi, Simon-Pierre. Puis on se rejase bien vite. Tu viendras faire un tour en nature. Là, j'ai un beau petit spot à te montrer. Good. Ça va me faire plaisir d'y aller. C'est bon. Salut Yannick. Salut, là.